on arrive à pouvoir prendre des parts dans des entreprises en échange de notre expertise, sans mettre 1 € dans les boîtes et tout en étant rémunéré dès le début. Beaucoup d'entrepreneurs, on leur a appris à monétiser leurs compétences et de développer des expertises. Ça, d'accord, mais personne aujourd'hui dans le milieu du business apprend à pouvoir se servir d'autres personnes. Ce mouvement-là, cette philosophie qu'on partage, vraiment, vous pouvez la résumer en une seule phrase, c'est pouvoir créer des écosystèmes de business qui soient scalables, valorisables et vendables. Salut et bienvenue sur le podcast Multipreneur, le premier podcast consacré au multipreneuriat, le fait de posséder et gérer plusieurs entreprises en même temps. Je suis Yann Segon, multipreneur, et je t'emmène dans mon aventure pour démocratiser le multipreneuriat. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureux de recevoir donc Maxime Meliassou, spécialisé dans un format un peu particulier du multipreneuriat, puisque tu es spécialisé dans le modèle de l'equity. Et tu es d'ailleurs le fondateur du mouvement Equity Mastermind. Maxime, comment ça va ? Écoute, ça va merveilleusement bien. Merci Yann pour l'invitation. Ça me fait vraiment super plaisir. Et comme d'hab, tout va bien, tout est super. Ce que je te propose pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, c'est que tu nous parles rapidement un peu de ton parcours, de par où tu es passé pour arriver au Maxime que tu es aujourd'hui. Ouais, complètement. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Mon intention dans ce podcast, c'est vraiment de pouvoir apporter le plus de valeur possible à ton audience et afin qu'ils puissent vraiment pouvoir, au travers de là où ils en sont dans leur identité d'entrepreneur, que ce soit au début, au milieu ou déjà avancé, pour aller récupérer quelques pépites qui vont pouvoir les aider à pouvoir avancer dans leur aventure entrepreneuriale. Alors, la fameuse question fatidique, c'est comment je pourrais me décrire aujourd'hui. J'aime bien le faire par rapport à une histoire. Et l'histoire, si tu veux, c'est la suivante. De mes 18 ans à mes 24 ans, j'étais banquier, je travaillais au Crédit Agricole. Et un jour, j'ai un client qui est venu me voir et qui m'a dit « Tu sais Maxime, nous, les chefs d'entreprise, entrepreneurs, on a le savoir-faire, mais on n'a pas le faire savoir. On est bon dans ce qu'on fait, mais on a du mal à communiquer au reste du monde. » Et en fait, cette phrase, elle m'a vraiment impacté parce que à l'époque, comme je gérais les clients professionnels, je voyais vraiment toutes ces entreprises-là qui avaient vraiment quelque chose qu'ils pouvaient apporter au monde, mais derrière, qui n'avaient pas la manière de pouvoir le communiquer, que ce soit savoir mettre en avant son œuvre, son savoir-faire, etc. Et donc, c'est là où j'ai monté ma première boîte, qui s'appelait au tout début, vu que c'était en auto-entreprise, c'était c'était Leader Inspiré, ma première boîte. Et boîte, c'était pas vraiment une boîte parce que j'avais même pas déclaré mon auto-entreprise, donc c'était vraiment en mode discretos. Et ensuite j'ai monté ma toute première agence, pour le coup qui existe là toujours, agence Biocom. Et j'étais en mode solopreneur dans ma chambre, et c'est incroyable parce qu'en l'espace de 6 mois je suis passé de générer mon salaire de la banque à aller aux alentours de 8-10 000 euros mensuels sur ce que je faisais. Et donc c'est là où un moment je me suis posé la question, tu sais un peu, parce qu'on parle de multipreneuriat, mais il y a aussi l'identité du multipreneur, et moi j'étais dans l'identité du solopreneur. C'est celui qui fait tout dans son activité, celui qui doit vendre, celui qui doit aller négocier, celui qui doit aller délivrer, celui qui doit aller prospecter, etc. Et à un moment je me suis dit, ok, quelle est l'identité que je vais devoir atteindre de manière à pouvoir justement faire évoluer mon entreprise. Et c'est là où j'ai compris qu'il fallait que je passe de solopreneur à chef d'entreprise. Et un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui met les bonnes personnes à la bonne place et qui met en place des systèmes, des process, etc. Et donc c'est là où je me suis autorisé, alors ça c'est important de le dire, je me suis autorisé à m'associer, parce que ça, c'est le truc le plus scary, qui fait peur aux gens, c'est « et si je lâchais des parts de mon bébé ?» Tu vois, il y a beaucoup ça dans l'entrepreneuriat. Et donc c'est ce que j'ai fait avec mes 2 associés, Johan et Johnny, et justement c'est là où on a commencé à pouvoir rentrer dans ce format-là d'equity, indirectement sans le savoir, parce qu'en fait j'avais ma boîte
Eux, ils avaient leur boîte et on a créé une nouvelle structure où on a fait un apport des actifs dans cette nouvelle structure qui s'appelle MLX Media, qui est notre boîte aujourd'hui. Et justement, ce passage-là de solopreneur à chef d'entreprise, je suis passé de générer aux alentours des 10 000 euros mensuels, et avec l'agence où on est passé à plus de 100 000 euros mensuels sur l'agence, sur ce qu'on faisait avec l'agence. Donc on était vraiment prestataire en marketing, on s'occupait de toute la partie Facebook Ads, webinaire, copywriting pour les entrepreneurs qu'on accompagne. Et après, pour terminer et clôturer un peu cette présentation qui est mon parcours, un moment, je viens voir Johan et Johnny, je leur dis, putain les gars, mais en fait, on est toujours au service des autres, mais on n'est jamais ultimement au service de nous-mêmes. Et donc, je vais les voir et je leur dis, et nos clients, on les faisait passer de 6 chiffres à les faisait tendre vers les 7 chiffres, c'est-à-dire c'est des gens qui faisaient 100, 200, 300 000, on les faisait passer à 600, 700, 800, 1 million, etc. Et là, je me suis dit, mais en fait, si on avait des parts de leur entreprise, est-ce que nous, on pourrait générer plus? Et là, on a commencé à réfléchir, on s'est dit oui, j'ai dit, bon ok, tu sais quoi, le prochain client à qui on lui propose une strat marketing, je lui propose de prendre des parts dans sa boîte. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, je fais un peu l'histoire short, parce qu'on va sûrement parler structure après. Et donc, c'est là où on a commencé à rentrer dans cette nouvelle identité. On est passé de chef d'entreprise qui manageait des équipes dans nos bureaux, où on était 13 personnes en interne sur nos bureaux à Sophia Antipolis, sur la Côte d'Azur, à maintenant avoir cette identité d'investisseur avec notre holding, où notre agence de marketing maintenant n'est plus au service des clients, mais au service de nos propres equity, et où justement, aujourd'hui, donc on a notre holding, et dans notre structure, on a un cabinet comptable, un cabinet juridique, 3 agences de marketing. On a une boîte dans l'infoproduit, infoprenariat, et on a une boîte dans le milieu startup. Et donc, on réunit ces 3 mondes business, le monde startup, le monde corporate et le monde web entrepreneur. Voilà un petit peu pour qui je suis, pour mon parcours. Sinon, je m'appelle Maxime Meyasu, je suis fan de manga, du Japon, et le truc le plus bizarre que je fais, et que mon rêve le plus fou, c'est de pouvoir créer un groupe de musique japonaise et de chanter en japonais avec du rock japonais. Voilà. J'adore. Un peu long d'explication, mais au moins tu nous as envoyé vraiment du lourd sur cette présentation. Franchement, bravo, c'est très très dynamique. Je pense que ceux qui nous écoutent ont bien apprécié ce démarrage en trombe. Petite précision pour ceux qui nous écoutent, comme on va en parler beaucoup, j'aimerais bien, s'il te plaît, que tu puisses nous expliquer quand même concrètement ce que c'est l'equity, parce que c'est un terme que tu vois, on a déjà utilisé et qu'on va utiliser, mais il y a peut-être des personnes qui n'ont jamais entendu ce terme. Donc, si tu peux expliquer et vulgariser un peu déjà qu'est-ce que c'est avant qu'on rentre dans le vif du sujet, ça serait top, s'il te plaît. Ouais. Alors, la manière que je vais de vous l'expliquer, c'est pas de vous parler de l'equity en tant que tel, parce que c'est une vraie définition, c'est plus de vous parler de ma propre définition et de ce qu'on fait au travers d'Equity Mastermind. Equity Mastermind ou l'equity, ce que nous on partage et ce qu'on apprend aux gens à faire, c'est pas qu'une méthode, c'est une philosophie, c'est un courant de pensée. L'equity, la philosophie d'equity, c'est vraiment de pouvoir prendre son identité d'entrepreneur pour le tourner vers celui de l'investisseur. Donc ça, c'est vraiment la première transformation identitaire qu'on amène dans cette philosophie d'equity. Mais ensuite, l'equity, la philosophie d'equity, plutôt, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est autant racheter des boîtes, apprendre à lever des fonds, apprendre ce que c'est que le scaling financier, c'est-à-dire au niveau de les finances, structuration juridique, fiscale, comptable. C'est aussi pouvoir racheter des boîtes, c'est aussi savoir lever des fonds, mais je crois que je l'ai dit. C'est aussi pouvoir faire de l'equity avec de l'argent. C'est aussi pouvoir faire de l'equity sans argent, en échange d'expertise. Et donc nous, c'est ce qu'on partage. Alors on a appelé ça la philosophie d'equity. Et donc ça englobe l'ensemble de ces choses. Mais aujourd'hui, ce que nous on apprend et là où on accompagne les gens, c'est vraiment de pouvoir comprendre que l'equity, ça veut tout simplement dire des parts de l'entreprise. Equity, ça veut dire des parts de l'entreprise. Et donc, nous, aujourd'hui, cette philosophie, c'est qu'on arrive à pouvoir prendre des parts dans des entreprises en échange de notre expertise, sans mettre 1 euro dans les boîtes et tout en étant rémunéré dès le début. Et donc, c'est ça aujourd'hui ce que ça veut dire l'equity. Et ça, on peut le faire sur plein de façons. En échange d'expertise, c'est-à-dire moi je suis une agence de marketing, disons que mon expertise vaut 300 000 euros, je vais convertir cette expertise-là en part de société, donc je vais prendre l'équivalent de 300 000 euros dans ta boîte, ce qui va faire que je vais avoir un pourcentage en equity sur ton entreprise. Ça c'est de l'equity en version expertise. Tu as de l'equity version monétaire, c'est-à-dire, imagine Yann, ta boîte, elle vaut 1 million d'euros.
Ok, c'est ta valorisation. Bah derrière, si je te donne moi 300 000 euros, si j'investis dans ta boîte pour 300 000 euros, bah je vais avoir 30% de ta boîte. C'est-à-dire 300 000 euros qui équivaut à 30% sur 1 million. Et donc là, je vais pouvoir prendre de l'equity directement dans ton business. Donc voilà un petit peu ce que c'est que l'equity aujourd'hui. Mais au-delà de tout ça, ce que vous devez comprendre, c'est que ce mouvement-là, cette philosophie qu'on partage, vraiment, vous pouvez la résumer en une seule phrase, c'est pouvoir créer des écosystèmes de business qui soient scalables, valorisable et vendable. Écoute, c'est très fort que tu nous parles de ça et merci pour cette définition. Effectivement, tu vois, si tu es là, aujourd'hui, c'est parce que notamment on a interviewé Anthony dans un épisode précédent qui, lui, justement, par cette philosophie, est en train de créer justement ce que tu viens de dire, un écosystème autour du sport. Et il a utilisé, il a participé à ton mastermind, et c'est ce qui lui a permis aussi de se lancer, d'avoir cette vision globale, de dire que, voilà, moi j'ai une spécialisation, j'ai un secteur dans lequel je suis plutôt efficace, où j'ai des résultats, et en fait je vais utiliser cette compétence-là pour aller chercher en fait des activités et multiplier mon écosystème autour de ma compétence et développer mon patrimoine. Ça m'intéresse beaucoup. Je t'avoue que d'habitude, on parle beaucoup sur le lancement de projet. Moi, j'aimerais bien que tu nous parles justement plutôt du lancement de projet, mais le lancement de société via l'equity. Alors, je veux bien te parler du lancement de Ouais. projet, Mhm. même classique, parce que en Allez. fait, ça répond aux mêmes bases que le lancement de projet en equity. Aujourd'hui, pour répondre à la question de lancement de projet, justement, par rapport à n'importe quel projet, mais aussi des projets sous forme d'equity, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut revenir aux bases. Et aujourd'hui, les bases du business, peu importe dans quel système vous êtes, sont les suivants. Déjà, c'est de vraiment comprendre une vision globale du marché dans lequel vous voulez y être. Et dans cette vision globale du marché, il y a trois grands piliers. Les trois grands piliers sont les suivants. L'avatar, donc ou le client idéal, l'offre irrésistible, et le troisième, c'est le message. Et ces bases-là sont vraiment les bases inhérentes à chaque business. Que vous vous lanciez en equity, que vous vous lanciez ensuite en projet freelance, ou en projet de société, ou en projet de rachat, peu importe, c'est vraiment comprendre, le contexte du marché dans lequel je me situe et les tendances de marché. De l'autre, en fonction de cette tendance de marché, c'est de définir ensuite quelle est la cible dans laquelle qui j'ai envie d'apporter mon produit ou mon service, l'offre que j'ai envie de pouvoir proposer, et de l'autre, c'est le message dans lequel j'ai envie de pouvoir véhiculer. Ça, c'est vraiment les bases du business. Simplement, nous, en equity, on va rajouter une dimension supplémentaire, une dimension qui prend un point de vue d'observateur. Et c'est de comprendre aujourd'hui, parce que ça c'est le gros problème de tous les entrepreneurs, c'est qu'ils se basent dans la création et le développement d'entreprises que par leur propre expertise. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez utiliser l'expertise et les connaissances d'autres personnes que vous n'avez pas et que vous ne désirez pas obtenir. Et ça, c'est un élément clé que j'ai appris de Napoléon Hill dans son bouquin Les lois du succès en 16 leçons. C'est-à-dire que vous n'avez pas obligé d'avoir les compétences nécessaires sur le marché que vous voulez aider. Le plus grand rôle d'un entrepreneur, et même dans la gestion d'un projet et le lancement d'un projet, c'est de déjà penser au qui. C'est pas comment je vais le faire, c'est qui va le faire. Et de pouvoir créer ce qu'on appelle votre cerveau collectif, dans le langage web entrepreneur, ou alors dans un langage corporate ou startup, de créer son board, ou alors dans un langage corporate, de les associer. Et c'est vraiment de comprendre et de se dire que quand vous voyez une problématique de marché, et donc lorsque vous voulez rentrer dans de la création de projet, n'essayez pas d'y rentrer avec votre propre spectre de ce que vous savez. Essayez de pouvoir y rentrer avec ce que les autres peuvent savoir. Et là, vous allez élargir votre champ des possibles. Et nous, c'est ce qu'on fait justement dans les lancements de projets en equity. Parce que beaucoup d'entrepreneurs, on leur a appris à monétiser leurs compétences et de développer des expertises. Ça, d'accord, mais personne aujourd'hui dans le milieu du business apprend à pouvoir se servir d'autres personnes. Dans un langage financier, Yann, peut-être que tu connais les OPM. OPM, ça veut dire Other People's Money. Et donc ça, c'est un peu dans un langage financier américain, on dit il faut utiliser l'argent des autres. Ça, c'est beaucoup dans un milieu start-up et corpo. C'est t'as pas d'argent, utilise l'argent des autres pour te développer. T'as pas de compétences dans ce marché, t'as pas d'expertise là-dedans, utilise l'expertise d'autres personnes. Et nous, on est vraiment là-dessus sur les autres
expertise des gens. Et c'est ça en fait où il faut comprendre, c'est que à la base de tout business, à la base de toute création business, c'est de dire est-ce que moi je suis la personne la plus qualifiée pour pouvoir le faire? Si je ne suis pas la plus qualifiée pour pouvoir le faire, qui va pouvoir le faire? Quelle est la vision que je vais pouvoir partager à cette personne pour l'inciter à venir avec moi dans cette aventure? Et de l'autre, quelles sont les bases et le contexte du marché pour pouvoir créer un produit, un service qui soit viable? Et donc là, répondre à la partie avatar, offre et message. Bon, je sais pas si ça répond à ta question, mais je pense que... Si, complètement. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur quelque chose que tu nous as dit tout au début. Est-ce que c'est par rapport à cette vision, tu vois, d'aller chercher d'autres personnes compétentes que tu as utilisé le terme de s'autoriser à s'associer en début d'interview? Bah oui, complètement. Parce qu'aujourd'hui, et ce qu'il faut comprendre, c'est que malheureusement, il y a, et ça c'est un peu nous dans notre milieu web entrepreneur, où les formateurs d'avant, quand on achetait leur formation en 2016, etc., enfin c'est un peu le langage du web entrepreneuriat, c'est de pouvoir dire aux gens qu'ils ont des missions de vie, qui vont pouvoir impacter le monde, qui vont pouvoir transformer le monde. Mais en fait, malheureusement, aujourd'hui, et je tiens à le dire, c'est faux en fait. Pourquoi? Parce que la seule limite qu'ils ont, c'est pas leur vision, c'est pas leur mission, c'est leur business model. Et que aujourd'hui, comme on n'a jamais incité les gens à comprendre l'importance de l'association, bah on a plein d'entrepreneurs qui ont plein de missions super cool, mais qui n'arriveront jamais à développer parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que la vraie loi de l'harmonie du cerveau collectif et de la loi de pouvoir s'associer avec des personnes qui sont radicalement, mais radicalement différentes que vous, qui ont des expertises différentes. Tu prends le milieu des coachs. Tu vas connaître un peu ce milieu coach, thérapeute, etc. C'est des gens qui détestent le marketing, qui disent « Ah non, le marketing, j'aime pas, j'utilise tout à l'énergie. » Ok, mais en fait, s'ils pouvaient s'associer avec des personnes qui sont excellentes dans ce domaine-là, ils pourraient aller plus vite. Et je finirai sur ce constat-là, il n'y a aucune entreprise aujourd'hui qui transforme le monde, peu importe si c'est en bien ou en mal, où le CEO de la boîte a 100% des parts. Tu prends Elon Musk, il a 14% de sa boîte. Tu prends Bill Gates, c'est pareil. Tu prends tous les gens qui ont des entreprises de fous. Donc là, je te parle milliardaires, mais même tu prends au million. Il n'y a pas de boîte où les gens ils ont de vraies organisations, où ils sont seuls à 100% dans leur boîte. C'est faux, ça n'existe pas. Aucune boîte du CAC 40 aujourd'hui a un mec qui a 100% des parts de tout le business. Et pourquoi? Parce qu'ils ont compris cette force-là de pouvoir s'associer. Bah, tu vois, du coup, je vais en profiter pour creuser vraiment ce côté, tu vois, des associés. Parce que quand on sait que c'est une des causes principales de dissolution et de faillite des entreprises, c'est les conflits entre associés. Toi, tu as choisi donc tes associés pour créer ta structure et tu parles d'association. Comment on fait aujourd'hui pour trouver justement la bonne personne avec qui s'associer? C'est quoi les clés selon toi pour s'associer avec cette personne-là? Qu'est-ce qu'il faut? Je vais y répondre avec un humour noir. Et je le tire pas de moi, je le tire d'Anthony Bourbon parce que ça m'a fait rire. Il m'a dit, là où tu vas voir si c'est des vrais associés, c'est si il est 2h du mat, tu viens de tuer quelqu'un, t'appelles ton associé et tu lui demandes de cacher le cadavre avec toi. Et qu'il le fait sans rien te dire. Tu vois, il nous a sorti ça en mode humour noir, bien sûr, ne pas prendre au pied de la lettre, c'était du centième degré, ce que je viens de dire. Mais en fait, littéralement, ça veut dire c'est des gens avec qui vous êtes prêt à mourir en fait et à tout partager. Et pas à vous associer avec une once de doute sur il va partir avec la caisse, il va me la mettre à l'envers. Je m'associe avec lui pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire je m'associe avec lui parce que j'ai un manque de quelque chose et je veux qu'il vienne combler ce manque-là. On n'est pas dans le manque, on est plus dans une vision. Donc ça, c'est les choses intangibles. Sur comment choisir son associé de manière intangible, c'est quelqu'un avec qui, putain, il y a vraiment une bonne entente. Toujours quelque chose d'intangible. Nous, tous les associés qu'on a, c'est des gens où on connaît leur famille, on fait des barbecues avec eux, on crée une autre dimension autre que le business. Et c'est ça qui est vraiment important aussi, c'est vous allez plus loin que simplement l'aspect business, vous allez aussi sur l'aspect humain. Ça, c'est les choses dev perso intangibles. De l'autre, pour avoir les bonnes associations aussi, il faut pouvoir à la base, et dans chaque boîte, il faut qu'il y ait un leader qui y amène une vision et que dans cette vision, on puisse y définir des rôles. Ça, c'est mon rôle dans la boîte. Et donc justement, quand je me suis associé avec Johan et Johnny, j'ai défini quel est le rôle de Johan, quel est le rôle de Johnny, les rôles que je veux qu'ils aient. Ensuite, quel est le rôle actuel qu'ils ont.
est-ce que ce rôle leur convient? Et troisième point, quel est le rôle futur qu'ils désirent avoir? Okay. Et ça, c'est ce qui permet de savoir et d'avoir une vision sur tiens les gars, on s'associe. Bah Johnny, au début, nous dans la boîte, il faisait le YouTube Ads. Johan, il faisait les webinaires et il gérait les clients. Et moi, je faisais la partie commerciale. Ça, c'était les rôles que je voulais qu'ils aient dans la boîte actuelle. Mais c'est quoi les rôles futurs que vous voulez avoir? Et Johnny me disait, mais moi, putain, mon rêve, ça a toujours été la finance. J'adore ce truc-là. Et je disais, ok, on va se diriger vers là-bas avec la vision qu'on a. Et donc, Johnny, aujourd'hui, plie 95% de tous les experts comptables et les financiers qui existent, et qui alors qu'il n'a pas de diplôme sur ça, il passe son diplôme HEC, justement, parce qu'on monte notre fonds d'investissement. Et il est allé vers ce rôle-là. Johan, c'est le rôle de l'aspect technique, managérial de tous nos écosystèmes. Et donc, parce que c'est ce rôle-là, il veut le garder. Et en fait, plus vous aurez une connaissance actuelle des rôles de vos associés, plus vous aurez une connaissance future des rôles qu'ils désirent avoir, moins il y aura de couilles. Tu vois le truc? Moins il y aura de problèmes. Et ensuite, la dernière chose ou dernier exercice possible pour voir s'il y a des bonnes associations, c'est ce que j'appelle le qu'est-ce qui pourrait mal se passer. En anglais, what could go wrong. Et donc, souvent ce que je dis, c'est facile d'être en couple quand tout va bien. C'est facile d'être ami quand tout va bien. C'est facile d'avoir une bonne famille quand tout va bien. Mais là où tu vois le vrai visage des gens, c'est quand il y a de l'argent en jeu, quand il y a la faim qui est en jeu. Quand t'as faim, tu vois, t'es en colère. Imagine, t'as pas bouffé depuis 2 jours. Ton comportement, il va changer, tu vois. Clairement. Et quand des décès sont en jeu aussi, c'est-à-dire quand il y a des merdes qui arrivent dans la famille, etc., pour voir comment les gens réagissent par rapport à toi, est-ce que ce sont des soutiens ou pas, et aussi quand il y a les problèmes, en fait. Et moi, ce que j'ai fait et ce qu'on fait avec tous nos associés, c'est justement le what could go wrong. C'est viens, on se dit toutes les choses qui pourraient mal se passer. Si on s'embrouille, si ma copine d'un coup elle pète un câble, elle me manipule pour qu'on parte avec l'argent de la boîte. Si Johnny d'un coup, il perd quelqu'un de sa famille et il est plus apte à diriger le business et donc il fout plus rien dans la boîte et donc qu'est-ce qu'on fait, etc. Et si on se dispute, quelles sont les règles qu'on met si on n'est pas d'accord? Et en fait, on part vraiment de qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Et même au niveau de l'argent, les gars, si là d'un coup on rentre 10 millions dans la boîte, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y en a qui peuvent dire ah non bah tiens je me prends 1 million, je vais m'acheter ma villa là-bas, non mais j'ai envie de faire la fête. Non, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Et nous on se l'est dit là dans les equity qu'on est en train de faire, et c'est des gros montants qu'on va potentiellement avoir. Enfin du moins là les valorisations de l'ensemble de nos boîtes sont énormes aujourd'hui, et qu'on a dit aux gars si on arrive à l'objectif donc qu'on est en train de faire sur un cash out prévisionnel de 50 millions, on s'est dit on ne touchera pas à l'argent pendant 1 an. C'est-à-dire qu'il y a l'argent, mais on ne le touche pas. C'est qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la vision? Et en fait, tu prévois pas toutes les merdes, mais tu prévois un peu les grands challenges et avec vraiment un process qui peut se passer. Voilà comment on fait des bonnes associations. Voilà comment on a des associations qui tiennent dans le temps. Et quoi dire de plus? Ouais, c'est aussi partager des passions, même différentes. Moi, je suis un fan de manga et du Japon. Johan et Johnny, pas du tout. Ils sont fans de rallye et de foot. Et moi, le rallye et le foot, j'aime pas. Par contre, ce que j'aime, c'est de les voir inspirés par ça. Donc, il faut, même s'il y a des choses que vous n'aimez pas chez vos associés que eux adorent, soyez inspirés rien que par le fait que eux adorent ça. Clairement. Ouais. Et justement, est-ce que tu as la même organisation, la même vision avec les associés que tu as dans les boîtes où tu as des equity qu'avec tes 2 associés qui sont beaucoup plus proches de toi? Est-ce que cette logique et ce travail que tu nous as présenté, est-ce que c'est quelque chose que tu mets aussi en place quand tu vas voir justement et que tu prends des parts dans de nouvelles entreprises? Alors oui, complètement. C'est quelque chose qu'on met en place. On a ce qu'on appelle les team leaders. Les team leaders, c'est ceux pour moi qui sont à la tête de tout l'écosystème. Donc c'est avec notre holding. Et donc là-dedans, il y a Johan et Johnny. Donc ça reste mes team leaders. Ça reste avec eux où je suis le plus proche. Sinon, les autres associés, je prends l'exemple des autres associés, ouais, on se met des caisses avec eux aussi, tu vois. Donc, on rigole, on partage. Moi, j'ai pas pu y aller la dernière fois, mais Johan et Johnny sont partis avec un de nos associés qui est à Barcelone, dormir chez eux. Ils ont fait la fête, ils ont rigolé ensemble, ils ont vu sa famille. Donc, ça crée des liens. On entretient au maximum, justement, ça. Parce que
pour moi, c'est aussi l'humain qui fait des choses parce que l'aventure entrepreneuriale est semée d'embûches et que dans la vie d'un entrepreneur, même à succès, il va arriver plein de merde et il faut être là pour aider l'ensemble de ses associés sur un point de vue pro et un point de vue perso aussi. Donc oui, au maximum, on fait pareil. Ok. Écoute, là, tu viens d'aborder, c'est quelque chose que je voulais voir plus tard, mais comme on est dessus, je préfère qu'on creuse le sujet. Tu viens de parler justement du fait d'être à distance aussi avec certains de ses associés, puisque là, tu as parlé de quelqu'un à Barcelone. Comment tu entretiens cette relation et qu'est-ce que vous mettez en place, tu vois, pour maintenir une vision commune, maintenir une efficacité dans vos projets, malgré la distance? La même façon quand tu as des potes qui sont à l'étranger. Qu'est-ce que tu fais pour entretenir une relation quand tu as un pote qui vit à 1000 km de toi et que tu vois pas tous les jours? Bah, tu le suis sur les différents moyens de proximité qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire le digital. Et donc, on se suit sur les réseaux. Quand on met des posts, on commente sur les stories. On s'envoie des messages sur des films qu'on a regardés parce qu'il a fait une story, qu'il est au cinéma, donc on rebondit dessus. On entretient une relation digitalement parlant par rapport à ça, déjà, comme un pote. En fait, tout simplement. De l'autre, businessment parlant, on a des réunions une fois par semaine où on se voit en fait sur Zoom et on fait un peu tous les points de la semaine, etc. Et de l'autre, après, bah, on essaye de se voir au plus possible parce que quand on part, parce que aussi notre associé il vient souvent en France et donc on essaye de se capter dans ces moments-là. Quand on fait des events business qui sont pas de nous, hein, mais des events business. Déjà, on a les 3 events d'Equity Mastermind où on a nos associés qui viennent. On a les events d'autres business de copains entrepreneurs où on se dit bah tiens on se rejoint là-bas et on se voit, etc. Donc on entretient cette relation là pareil que si tu avais des potes en fait, mais juste Ok. on rajoute le côté business. Et bah, écoute, dernière question sur les associés, parce que je trouve que c'est vraiment, tu vois, important, et comme c'est pas un sujet qu'on aborde forcément à chaque interview, Mm. je trouve ça vraiment intéressant de le creuser. C'est, du coup, où est-ce que tu les trouves, ces personnes? Tu vois, comment tu fais pour... Et ouais. Je vais te donner la réponse. Ces personnes-là, tu les trouves pas. Ces gens-là, alors je les mets dans 3 catégories. Ouais, Je connais rien au foot, mais c'est pour donner un exemple, tu as Ligue 3, Ligue 2 et Ligue 1. Tu vois l'idée? j'adore. Bah, en fait, c'est pareil. Les Ligue 3, c'est les gens qui, eux, viennent t'envoyer un message. Hey, salut, je suis dispo, je peux travailler avec toi. Les Ligue 2, c'est ils travaillent, ce sont des gens passionnés, ils ont Mhm. quelques clients, mais ils sont pas le plus structurés et tu leur fais c'est conjoint, c'est-à-dire ils viennent un peu Mhm. vers toi ou tu travailles avec eux d'abord à distance en tant que prestat, etc. Les Ligue 1, c'est des gens, ils n'ont pas le temps de te parler, ils sont Mhm. déjà en poste et Ok. ils sont déjà le meilleur dans leur domaine. Et là, c'est comme au foot, c'est aller faire un mercato. Quand tu Mhm. dis mais comment on fait pour récupérer un Mbappé et tout, bah Mbappé il joue déjà en fait, donc il faut que tu ailles le voir, que tu ailles lui pitcher une vision qui est bien plus grande et bien plus irrésistible que celle où il est actuellement, et que cette vision match avec ses valeurs intrinsèques et que ça puisse répondre à ses futurs besoins. Et donc pour trouver ces associés là aujourd'hui, je prends l'exemple de notre associé Vivien, c'est un gars qui est surdemandé dans des business de partout avec même les plus gros infopreneurs aujourd'hui, entrepreneurs du web entrepreneuriat. Mhm. Mais il est venu avec nous parce que justement, on lui a pitché une vision, pas en mode viens on s'associe, ça s'est fait naturellement, Mhm. parce qu'on était dans un même mastermind, etc. Ouais. Et donc justement ça s'est fait en pitchant une vision qui est bien plus grande que simplement le niveau business. Et c'est ça qu'on offre justement à nos associés, c'est aussi un bien-être perso, c'est aussi un environnement, c'est aussi une culture que beaucoup de gens aujourd'hui ils les veulent, mais que pour leur combler un manque ou alors pour leur avidité personnelle. Tu vois le Ok. truc? Ouais, C'est je que vois nous on bien. rajoute cette autre dimension humaine et on remplit des besoins que peut-être d'autres ne remplissent pas, un besoin de nouveauté, un besoin de curiosité, un besoin de contribution, euh, un besoin de connexion qu'ils n'ont pas. Et donc aujourd'hui, pour trouver les bons associés, les meilleurs j'entends, c'est des personnes, soit qui sont déjà en poste à qui vous pouvez pitcher une vision, soit en prenant des parts dans leur boîte, soit en laissant des parts dans votre boîte à vous, soit en fusionnant les boîtes, soit ce sont des B-players, c'est-à-dire des gens qui gèrent quelques clients, qui sont vraiment bons, qui ont une soif d'apprendre, et ces personnes-là peuvent se transformer en futurs associés, mais vous démarrez avec eux en tant que prestataire. Et nous, tu vois, là on en a deux, Mhm. deux monstres en termes de growth hacking, marketing
marketeur, etc. Il y en a un qui a 18 ans, tu vois, Riyad, et qui lui, on va lui proposer de pouvoir s'associer au fur et à mesure. Mais c'est un B-player, il apprend, il est à fond, il a en soif de connaissances et d'apprentissage. Et donc lui, c'est potentiellement un gars où à la fin on montera une boîte, ou alors quand on rachètera une autre boîte, etc. Ou alors sur nos 3 agences de market, on lui dira, est-ce que tu veux devenir CEO de ces boîtes? Et nous, pouf, comme ça on gère plus et on passe sur d'autres business. Énorme. Ok. Juste, j'en profite, petit disclaimer, t'as apporté beaucoup de choses, mais je suis obligé quand même de le faire. Je m'y connais autant que toi en foot et je suis vraiment désolé pour ceux qui nous ont écoutés jusque-là. Je suis pas sûr que la Ligue 3 écoute, mais j'espère vraiment que vous avez bien compris le propos. Mais c'est important. Euh, Écoute, trop cool. Moi, ce que je te propose, parce que le temps passe hyper vite et que tu as plein de choses à gérer aussi de ton côté. Ça va faire déjà une demi-heure qu'on est ensemble. Est-ce que, avant qu'on passe à la partie plutôt sur organisationnelle, tu as quelque chose dont on n'a pas parlé encore et que tu aimerais parler sur le fait de lancer justement une boîte ou sur les associés? Ouais, j'essaye de réfléchir sur cette partie. Donc j'ai vraiment parlé déjà pour recontextualiser de la partie de ne pas ultimement sélectionner un marché où là où on est bon, où on a une expertise, mais on peut se servir l'expertise d'autres personnes. Après, je dirais peut-être lorsqu'on lance un projet et qu'on est vraiment au tout début, ce serait de pouvoir intégrer d'accepter pleinement cette identité du solopreneur. Parce que on a vraiment besoin de comprendre tous les tenants et les aboutissants de ce que c'est une entreprise. La prospection, la candidature, la vente, la livraison, etc. On a vraiment besoin de comprendre dans un sens large ce que c'est qu'une boîte. Donc, c'est ne pas avoir peur pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être se sentent, qui peut-être peuvent se dire, je suis pas encore au niveau. Voilà, je suis encore en mode solopreneur, je fais encore un petit peu tout dans mon activité. C'est pas très grave. C'est vraiment l'idée de pouvoir, au fur et à mesure, switcher son mindset par rapport à ça. Déjà, ça, c'est vraiment le point que j'avais envie de parler. L'autre point, au niveau plus lancement organisationnel, ce que beaucoup d'entrepreneurs oublient de faire, et ça, ce serait super qu'un jour tu interviewes mon associé Johnny, c'est que beaucoup dans le business parlent de scaling marketing, scaling business, comment avoir plus de clients, comment faire des tunnels de vente, comment faire ça, mais personne parle de scaling financier, comment structurer un plan juridique, fiscal, comptable, tu vois, et on se retrouve avec des gars, et nous, ça, et même on en voit dans Equity Mastermind, ils ont des boîtes à 1, 2, 3 millions avec un capital social à 500 euros. Tu vois, donc c'est-à-dire que leur boîte fait 2 millions, mais elle vaut 500 euros. Et tu vois, et genre, sur ça, c'est incroyable parce que Oui, c'est fou. les gens oublient leur structuration, leur écosystème, comment on peut optimiser l'ensemble de sa fiscalité. Je vois trop d'entrepreneurs aussi partir à l'étranger alors qu'ils peuvent optimiser en France. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent dans Equity Mastermind pour avoir cette vision-là de économiser des impôts, structurer ses finances, parce que personne parle de ça aujourd'hui. Et ceux qui ont des beaux business qui se développent, des coachs business, etc., ils sont nuls à chier en fait sur l'aspect juridique, fiscal, comptable en fait. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est pour ça que ça va de pair. Et beaucoup de gens oublient, parce qu'au début on parle de, et c'est normal, aujourd'hui, si je devrais dire à quelqu'un, et c'est ce que j'ai fait moi au début de mon aventure, au début, la première formation que j'ai lue, que j'ai suivie, le gars disait, écoute, tu t'en fous de créer ta boîte, tu t'en fous d'apprendre à faire du Facebook Ads, va chercher des clients parce que vendre, c'est la compétence numéro 1. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai vendu du Facebook Ads sans savoir faire du Facebook Ads, et j'ai encaissé de l'argent sans avoir une micro-entreprise. Mais par contre, ça c'est bien au début pour avoir la démarche et de se lancer. Après, il faut se structurer vraiment au niveau juridique, fiscal, comptable, passer par des gens qui savent, pas passer par des plateformes que je pourrais pas citer leur nom pour faire des statuts de SAS rapidos. C'est vraiment structurer les choses. Voilà. Écoute, tu fais un super lien pour la suite. On va parler d'organisation, mais je te propose qu'on commence par justement parler de structuration de société, d'organisation. Comment toi aujourd'hui tu es organisé, comment tu es structuré, et après on parlera de ton organisation personnelle.
Ouais, complètement. Alors, au niveau juridique, fiscal, comptable, aujourd'hui, comment on est structuré? Donc, je vais te refaire le schéma de ce que Ouais. je t'expliquais avant. J'étais en auto-entreprise. Ensuite, je suis pas donc auto-entreprise simple, hein. Mhm. Ensuite, je suis passé en société, donc en SAS. J'avais un associé à l'époque, Aurélien, qui est parti justement de la boîte. Quand il est parti de la boîte, on a mal fait les papiers comme on savait pas, et en fait, même 3 ans après, il était encore associé de ma boîte. Et je comprenais pas, tu vois, genre pourtant on avait fait les papiers, c'était sur une plateforme qu'on avait fait en place ça, et les mecs avaient rien compris et Ok. en fait c'était n'importe quoi. Donc là c'était première erreur juridique fiscale comptable, c'est que t'imagines que le gars avait des parts de tout notre écosystème, hein, Hmm. sur le truc. Euh, Ensuite MLX Media c'est une SAS, donc Biocom c'est passé en SASU. Comme je suis tout seul dessus, MLX Media, c'est une SAS. Ensuite, derrière, on a nos 2 autres agences qui sont également 2 SAS. Pareil, notre holding qui est également une SAS. Et ensuite, notre startup qui est un modèle aussi SAS directement. Donc, société par action simplifiée. Et donc là, justement, comme il y a des avantages et des inconvénients à tout, là, on est en train de modifier quelques boîtes, Mhm. MLX Media par exemple, pour la passer en SARL, de manière à ce que quand on se paye des salaires, on paye pas 80% de charges, Clairement. qu'on en paye moins, parce que là, on commence à payer beaucoup, beaucoup d'impôts. Donc, justement, on se dit, on va quand même optimiser. Comme on vivait sur nos boîtes avant, la SAS est très bien si tu veux vivre sur ta boîte. Mhm. Après, voilà, pour te payer des salaires, tu douilles un peu plus. Euh, on a ensuite une de nos boîtes en infoproduits qui est en Estonie, parce que notre associé est estonien, enfin résident estonien. Euh, et ensuite, voilà comment on est structuré aujourd'hui. Co- Euh, Tu vois, voilà. t'as parlé d'holding, tu as parlé de SAS, de Ouais. SASU. Est-ce que tu peux nous préciser un peu, tu vois, qui détient les parts de qui, comment ça se passe? Tout en haut, on a notre holding, groupe M2J. Cette holding, en dessous, a plusieurs branches, comme un arbre. Et donc, ces branches-là, il y a justement notre boîte Morito Agency, il y a Agence Biocom, il y a MLX Media, on a notre boîte d'infoproduits, on a notre cabinet comptable, notre cabinet juridique en dessous, et on a notre startup. Et donc, on a la holding qui est au-dessus, et qui a des parts sur l'ensemble de ces entreprises-là. Notre holding, on est à 33-33 avec l'ensemble de mes 2 associés. MLX Media, on a 100%, la holding détient 100% de MLX Media. On détient 50% de Morito. On détient 30% de la boîte d'infoproduits. On détient 100% de Biocom. On détient 50% de cabinet comptable et juridique, et on détient 5% de notre boîte startup, Ok. qui aujourd'hui est valorisée à 20 millions. Et donc c'est un deal qu'on a fait où on a pris justement 5%, donc 1 million, en échange de notre expertise, et on est en train de lever des fonds sur cette boîte, qui va être juste une putain de licorne. Voilà. J'adore. Bah, trop bien, félicitations. Et du coup, donc, tu vois, pour qu'on creuse un peu plus, vous, comment vous rémunérez, comment vous organisez par rapport à ça? Alors au tout début, on se rémunérait pas, c'est-à-dire Mhm. que on vivait directement sur notre boîte. Moi, il faut savoir, et ça peut intéresser ceux qui démarrent leur aventure entrepreneuriale, c'est que moi, comme j'étais banquier de mes 18 ans et 24 ans, j'ai arrêté la banque le 28 septembre 2018, donc j'avais le droit à 2 ans de chômage, Mhm. donc j'ai fait une rupture conventionnelle, 2 ans de chômage, qui ont été reconduits 6 mois en plus avec le Covid, parce qu'il y a eu les trucs, donc moi j'étais refait. Euh, Ensuite, tout l'argent, je l'ai mis sur la boîte. J'ai de la chance dans le sens où j'ai pas mal d'argent de côté en perso, donc moi, j'ai pas forcément besoin ni de me payer en salaire, ni de me payer en société. J'ai assez d'argent en perso pour pouvoir vivre, en fait, tout simplement. J'ai pas besoin de revenus, en fait. J'ai assez de Ok. cash. Donc ça, c'est le premier point, mais ça, c'est perso, Ouais. ça en tient qu'à moi. Donc ensuite, on est passé dans des modèles de rémunération avec. Donc je vous fais dans l'ordre, hein, pour Mhm. le coup, hein, de l'ordre dans l'aventure entrepreneuriale, des différents systèmes de REM qu'on a eu. Ensuite, on a commencé à se rémunérer en droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est un modèle fiscal qui est changé de plus en plus. C'est ce qui permet en fait de payer 15%
d'impôts entre guillemets à la place de 80%. Donc on a fait ça pendant 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça. Donc on se payait en fait full droit d'auteur, tout simplement. Et ensuite, donc on est en train de rechanger maintenant. Johnny là fait en sorte qu'on se paye en salaire, donc d'où le passage avec la SARL pour qu'on paye ce qui est déjà énorme, je trouve, 40-45%. Et donc on va se payer donc en salaire. Depuis, on se payait en droit d'auteur. Ensuite, on va se payer en ICA. ICA, c'est les indemnités kilométriques pour rajouter un petit peu plus justement par rapport à ce qu'on se met. Et ensuite en dividende, forcément, parce que comme on a des boîtes, on peut se payer aussi en dividende, donc salaire plus dividende. Donc ça c'est l'ensemble de nos modèles de rémunération et ensuite avec la holding et nos systèmes d'equity on va se payer sous forme de cash out et donc là l'argent ira davantage sur la holding ensuite qui nous permettra de réinvestir dans des SCI personnels, dans de l'immobilier ou autre, etc. Trop bien. Merci pour ce partage. Tu avais d'autres choses à préciser sur ce format-là ou pas? Parce que déjà, on voit que c'est bien structuré. Non, à part si tu veux repréciser un truc. Sur les modèles de REM, non, je te dis. Oui. On se paye aussi en management fees. C'est-à-dire, comme on prend des parts dans des boîtes, on prend aussi, en plus d'avoir pris X% des parts de la boîte, on prend du management fees, qui est de la facturation. Facturation qui rentre ensuite dans nos sociétés. Et sur cette facturation, comme on vit aussi sur nos boîtes, par exemple, là, tu vois, je vais partir au Japon, en fait, je le prends avec ma boîte. Tu vois, je le prends pas en perso, par exemple. Voilà. Clairement. Et juste quand tu dis, tu vas parler, tu vas être rémunéré, vous allez être payé en salaire, etc. Du coup, c'est quelle boîte qui va vous payer? C'est MLX Media ou c'est justement la holding? J'interromps cet épisode 5 secondes. J'espère que tu es en train de passer un bon moment. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix, de liker et commenter cet épisode. Tu as un vrai impact quand tu fais ça et ça m'aide vraiment à démocratiser le multipreneuriat. Je te remercie. Bonne écoute. Alors toutes. D'accord. Ce serait toutes. Alors attention, parce que Johnny dit aussi, il dirait, ok, c'est cool, mais les salaires, ensuite l'impôt sur les revenus, on se fait allumer si c'est beaucoup. Nous, on a une philosophie où on vit à la bonne franquette. Ouais. C'est-à-dire qu'on est casanier, on est ici sur la Côte d'Azur, on a toute notre famille ici. Foncièrement, il nous faut pas grand-chose pour vivre. On n'est pas attiré par les grandes maisons avec 4000 pièces, etc., où au final, on aurait plus à faire du ménage qu'autre chose. Okay. On vit plus à la bonne franquette, tranquillement. Donc forcément, l'ensemble de nos investissements, que ce soit résidence principale, que ce soit les voitures, tout ça, passeront directement par nos SCI ou les dividendes qu'on va se verser. Les salaires sont là pour manager le quotidien. Et donc, en fait, en salaire, aujourd'hui, on est plus sur, ce qui n'est pas énorme, mais sur du 2-3 000 euros mensuel. Parce que derrière, on compense avec la boîte où on achète... on achète ce qu'on veut, quoi. Tu vois, alors, on veut un Mac, on va pas se verser un salaire pour avoir notre Mac. Tu vois, on achète notre Mac sur la boîte. Clairement. Donc, c'est l'avantage quand tu parlais de soloprenariat aussi, de micro-entreprise et d'avoir une société, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas vraiment la différence. C'est vrai que le fait d'avoir une société, ça te permet quand même de diminuer énormément de frais. Ce que tu ne peux pas faire forcément en micro, quoi. Est-ce que tu pourrais juste nous parler un peu plus, s'il te plaît, de la rémunération en droit d'auteur? Ouais, alors je pense que Johnny pourrait mieux vous en parler, mais le droit d'auteur, en fait, c'est une sorte de niche fiscale au niveau de la rémunération. Les droits d'auteur sont là pour justement ce qu'on appelle les artistes auteurs. C'est dirigé par... l'URSSAF du Limousin, URSSAF artiste-auteur, okay. Qui est au Limousin, et justement qui permet à tous les créateurs de contenu, aux diffuseurs, tous ceux qui ont une sorte de patte artistique sous un sens, de pouvoir être rémunérés en droit d'auteur. Et donc nous, ça colle bien à notre milieu web entrepreneur parce qu'on fait des vidéos, on écrit du contenu, et ce contenu est utilisé par nos sociétés, c'est-à-dire Maxime Meyassou fait des vidéos
pour MLX Media, fait du copywriting pour MLX Media. Et donc, c'est moi, Maxime Meyassou, qui le fait. Donc, MLX Media doit des droits d'auteur à Maxime Meyassou. Et donc, justement, je me paye en droits d'auteur de cette façon-là. C'est pas de la prestation de service. Et donc, ça, c'est ce qui me permet d'avoir une rémunération qui est aujourd'hui taxée entre 15 et 17%. Faut aller sur le artiste-auteur. Avantage, inconvénient, bien sûr, à chaque chose, c'est que pendant un an, vous payez pas. Et ensuite, après, il y a une année où d'un coup vous payez double, mais vous payez l'année suivante plus l'année en cours. Et donc justement, faut faire attention à bien mettre l'argent qu'on a mis de côté, etc. C'est le statut, l'État est en train de taper un peu dessus parce que ça a beaucoup été utilisé. Mais si tu veux, imagine un boulanger qui a une SARL qui se paye à 45%. Un boulanger prend une community manager qui fait des photos de lui, il fait quelques vidéos pour montrer comment il fait du pain, il peut se payer en droit d'auteur et passer de 45% à 15%. Tu vois le truc? Très intéressant pour les boulangers qui nous écoutent. Pour les boulangers. et pour tous les autres. Franchement, merci, hyper clair, très important. Et ça me tient vraiment à cœur, tu vois, qu'on parle de structuration sur un podcast qui parle de multipreneuriat, dans le sens où la structuration et l'organisation entre les différentes structures est vraiment capitale dans l'organisation de ton business, et ça peut être clairement game changer. Tu sais, tu as parlé tout à l'heure du fait de commencer à se structurer. Est-ce que pour toi, il y a un moment un peu pivot, charnière, où ça devient vraiment intéressant de se structurer? Le premier truc qui me passe par la tête, c'est quand tu as envie de te structurer. Ça devient là. En fait, il faut comprendre que les gens changent quand ils en ont marre d'en avoir marre. Et que quand ta situation actuelle te convient, t'as pas besoin de changer en fait. Et que un entrepreneur, lorsqu'il a envie de davantage se structurer, c'est parce qu'il ressent une douleur. C'est qu'il a du mal à gérer l'ensemble de ses clients. C'est qu'il a plus le temps à côté pour la promesse qui s'est fait de je deviens entrepreneur et j'ai ma liberté géographique et temporelle. Parce qu'il travaille plus que quand il était salarié. Et c'est un entrepreneur lorsqu'il a un désir de pouvoir générer plus d'argent, de pouvoir gagner plus. En fait, c'est à partir de ce moment-là où tu te structures. C'est quand la douleur est suffisamment grande pour te dire « Putain, ça me fait chier ma situation, faut que ça change. J'ai plus envie de travailler 70 heures par semaine et de pas voir ma famille comme la promesse que j'ai faite lorsque j'ai quitté mon job. Ou alors derrière, c'est « Putain, je suis à fond, j'ai fait mes 10 000 euros par mois, mais je travaille beaucoup, mais c'est OK parce que j'ai envie de faire ça. OK, comment je peux faire pour aller à 20 000 euros, 10 000, 30 000, 100 000 euros mensuels je peux pas trader mon temps contre de l'argent, donc il faut que je me structure. Ok, comment on se fait pour structurer? Il faut que ça parte d'un désir, il faut que ça parte d'une volonté. Il faut pas que ça parte d'un échappatoire. Si les gens veulent se structurer pour échapper à quelque chose ou alors pour ressembler aux copains qui se structurent et qui scalent sa boîte, c'est pas bon. Il faut que ce soit vraiment un désir profond de la personne et aligné avec elle. Ok, merci pour cette vision. C'est hyper intéressant de raisonner comme ça, et j'aime beaucoup, ça change de ce qu'on peut entendre, et notamment tu vois, se structurer pour se structurer. Donc, ok, merci. Est-ce que... Ouais, parce que je veux bien juste rebondir dessus, parce que au final, aujourd'hui, beaucoup, c'est la course à toujours plus. C'est-à-dire que c'est... et tu le vois, c'est des pubs, en plus, c'est les pubs des copains, tu vois, c'est génère jusqu'à 3 000 euros par mois, deviens closer et fais 10 000 euros mensuels. Rejoins mon programme et scale ta boîte à 100 000 euros par mois. Ok, mais il y a aussi des personnes qui, juste avec un client qui leur paye 2 000 euros par mois, là où ils peuvent manager leur temps sans trop travailler plus, aller chercher ses enfants à l'école et aller voir Tata Sylvie, ça leur convient et ils sont heureux en faisant ça en fait, tu vois. Et il faut pas pousser et aller plus loin. Parce qu'au final, les entrepreneurs qui font ces chiffres-là, ils ont juste des problèmes différents, mais ils ont des problèmes en fait. Clairement. Ça résout pas d'autres problèmes. C'est sûr, des aspirations qui sont différentes, et comme on le disait en tout début de ça, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise choix ou situation. C'est vraiment chacun de retrouver la situation dans laquelle il veut se trouver. Est-ce que là-dessus, il y a quelque chose que tu veux nous rajouter, ou je te propose que, justement, tu nous as dit que tu avais quand même différentes structures, où tu fais pas mal de choses. J'aimerais bien qu'on rentre dans ton organisation personnelle. Mais avant ça, est-ce que tu as... Non, c'est good. C'est good? Allez, nous pouvons passer à la suite. J'adore. Eh bien, écoute,
pour cette partie-là, j'aimerais vraiment qu'on rentre vraiment dans ton process organisationnel, si tu en as un ou pas, hein, parce que pareil, il y a pas qu'une seule Ouais. manière de faire. Et je veux vraiment qu'on aille dans le détail, c'est-à-dire comment tu te fixes tes objectifs à ton planning mensuel, hebdomadaire, annuel, si tu as des routines, si tu as des outils que tu utilises. Enfin, vraiment, je veux tu vois, comment dire, la grande explication de comment toi, Maxime, tu fais aujourd'hui pour t'organiser. Alors, je vais essayer de contextualiser les choses parce que c'est Ouais. une très très grande question que tu partages et c'est beaucoup ce qu'on voit dans le milieu du développement business. Aujourd'hui, en tout cas, ce que moi j'ai pu remarquer, c'est que c'est pas parce que tu écris ta vision à 3 ans, c'est pas parce que tu dis que tu vas faire 1 million d'euros et que tu l'as écrit sur un papier dans tes objectifs que tu vas le faire. C'est pas parce que tu fais ton miracle morning que tu vas atteindre ton éveil spirituel. Tu vois, c'est pas parce que tu te planifies que tu vas atteindre tes objectifs. Et ça, c'est important de pouvoir le comprendre. Ceux qui ont des résultats ont une planification, pas tous ceux qui planifient ont des résultats. Tu vois, Clairement. c'est important de pouvoir c'est important de pouvoir le comprendre. C'est un peu la phrase de tous les leaders sont des lecteurs, mais pas tous les lecteurs sont des leaders. Tu vois un peu la subtilité. Et donc, en fait, au niveau de mon organisation perso, je suis passé par diverses étapes. Et ces étapes-là, ce que je vais vous parler à la fin, c'est-à-dire quelle est mon organisation actuelle, n'est pas forcément celle que vous devez utiliser maintenant. Pourquoi ? Parce que peut-être vous n'êtes pas dans le même chemin de développement que j'ai pu faire. Et je rappelle, il y a 3 grandes identités d'entrepreneurs, le solopreneur, le chef d'entreprise, l'investisseur. Et chacune de ces 3 identités dans laquelle j'ai pu les traverser font que j'ai une routine et une organisation différentes. Ça, c'est important de pouvoir le comprendre. Quand j'étais solopreneur, et donc que je démarrais un projet, tu vois Yann, ce que tu disais au début, c'est comment on fait pour démarrer un projet, etc. C'était quoi mon organisation ? Qu'est-ce que je faisais ? Alors là, c'était exactement ce qu'on dit sur les livres. Tout ce qu'on me disait sur les livres, fais ton Miracle Morning, écris sur un post-it tes objectifs, écris ton objectif à 1 an, à 3 ans, écris le montant de salaire que tu as envie d'avoir. Et derrière, c'est l'ensemble de toutes les actions que tu vas faire. Sois hyper précis. Plus tu seras clair, plus tu auras ce que tu veux dans la vie. Tu vois un peu bon, c'est pas un cliché, mais tu vois un peu cette philosophie-là, qui n'est pas mauvaise, qui est excellente lorsque tu démarres ton aventure entrepreneuriale. Elle est excellente parce qu'elle te met dans un conditionnement de tueur de guerre. C'est t'y vas, tu fais et t'es à fond en fait. Ensuite, quand je suis passé au mode chef d'entreprise, je suis passé dans une organisation multiple. C'est-à-dire j'avais mon organisation, mais la gestion de l'organisation des autres personnes. Parce que tu rentres dans un système de management. Quand tu es solopreneur, la seule personne que tu as managée, c'est toi-même. Et donc, quand je suis passé en mode chef d'entreprise, là, j'ai commencé à me structurer au niveau de quelles sont mes grandes tâches, moi, de la semaine. Et donc, je fonctionnais tout le temps, moi, à la semaine. Encore aujourd'hui, mais ça, j'y vais après. Et derrière, c'était le planning et l'organisation et les tâches et rendre l'ensemble de mes équipes accountable. Accountable, tu vois ce que ça veut dire, c'est ouais, pour ceux qui ne savent pas, accountable, c'est un sparring partner, c'est un peu être derrière les gens, voilà. Et donc c'était ça mon organisation. Et donc forcément c'était chaque lundi organisation de la semaine, chaque vendredi c'était planning de ce qui a été fait dans la semaine. Ça c'était vraiment ma structure. Ensuite j'étais vraiment dans un système en mode chef d'entreprise de tableau de tracking, tableau de vision, écriture de la vision business globale, création de la culture d'entreprise. Donc avec des documents, avec des kakémonos, avec des job scores. Job score avec les fiches de poste de chacun, avec tout ça mis dans un drive. Ça c'était mon organisation et je regardais ça continuellement. Donc tâches de la semaine, regarder que tout le monde soit aligné avec ses propres tâches dans la semaine, qu'on mettait tous sur ClickUp, voir que tout le monde est bien organisé, pouvoir coacher et soutenir l'ensemble des personnes qui n'avaient pas forcément fait les tâches et continuellement essayer de nourrir les gens de par la vision de MLX Media à l'époque où on développait tout ça. Ça, c'était vraiment mon organisation et ma structure de tout ça. Donc, je me levais le matin, je regardais les chiffres des pubs, je regardais les chiffres des clients. Donc, mon organisation était beaucoup basée sur les autres.
Je sais pas si c'est très compréhensible, tu vois, quand tu es chef d'entreprise. C'est hyper clair ce que tu dis. C'est-à-dire que là, tu passes comme tu l'as très, très bien dit, tu passes d'une organisation où tu es seul et tu dois t'organiser tout seul à une organisation où tu dois t'organiser toi, plus préparer le terrain pour que les autres soient le plus organisés possible et qu'ils arrivent à atteindre les objectifs globaux fixés. Donc, C'est on est complètement c'est dessus. ça. Mhm. C'est exactement ça. Et ça, c'était dans notre identité donc de chef d'entreprise. Et donc maintenant, aujourd'hui, mon organisation, comment elle est, là où avant on était dans le management des équipes, et ce qui se passe, aujourd'hui, on est plus dans ce que je peux appeler du leader team management. Et Mhm. donc, on ne parle qu'avec les CEO de l'ensemble des boîtes qu'on a. Et donc ça, c'est un rendez-vous le lundi matin où on a tous nos CEO et on échange avec eux. Et c'est nos CEO ensuite qui, la structure que je t'ai dit juste avant, eux le Mhm. font. Tu vois le truc? Très bien. Organiser, gérer les équipes, gérer tout ça, c'est eux qui vont justement pouvoir effectuer tout ça. Nous, on est aujourd'hui dans de la vision structurelle et de l'organisation structurelle dans un environnement un peu plus macro, c'est-à-dire au niveau de la holding, sur l'ensemble des boîtes, beaucoup moins dans le micro. Et donc, aujourd'hui, comment on est organisé? Rendez-vous tous les lundis matins avec l'ensemble des boîtes pour partager, échanger, voir les objectifs de la semaine. Et moi, j'écris toujours, hein. Bon, là, pour ceux qui nous écoutent en podcast, vous voyez pas, mais pour ceux qui nous voient en vidéo, moi, je suis fan des post-it où j'écris et je rature en fait les trucs. J'ai aussi un ClickUp où je note les infos, comme ça l'ensemble des autres associés voient aussi les tâches. Et aujourd'hui, justement, dans l'organisation, on fonctionne beaucoup plus en remote, nous, au niveau des team leaders. Donc on fait beaucoup de télétravail, donc on est en train de changer de bureau aussi. Donc Mhm. forcément, les bureaux sont en construction. Nos nouveaux locaux. Donc voilà, ça c'est mon organisation pro. Au niveau de mon organisation perso, je lis beaucoup moins, je médite quasiment plus. Je fais beaucoup de marches par contre méditatives où je réfléchis au business. Euh, je joue beaucoup aux jeux vidéo. Je- aussi, ça m'aide. Je ponce World of Warcraft en ce moment, pour les connaisseurs. Nouvelle extension est sortie, elle est grave cool. Bref, et donc je fais ça en fait. Et il y a beaucoup de périodes où en fait j'ai beaucoup de temps en fait. J'ai beaucoup de temps aujourd'hui. Je m'en rends compte. Comment, et donc, comment tu t'organises à la semaine? Tu nous as parlé de ça tout à l'heure. Ouais, à la Euh, semaine. donc, Le comment tu dimanche, je fais fais? ma liste de toute la semaine. Ok. Bah, le dimanche, quand j'ai Mhm. fini ma journée, j'aime bien rentrer à 15-16 heures à la maison. Euh, je prends tous mes points de la semaine, je regarde mon agenda, je regarde les rendez-vous que j'ai, je regarde les tâches de tout le monde dans le Mhm. business, tous les leaders, et je prends mon post-it et je note les tâches que j'ai à faire sur toute la semaine. Ok. Et 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 je les défonce. Et des fois, il y a les tâches de la semaine que je fais en un jour, et le reste de la semaine, après, bah, je fais rien. plus tranquille. Mm. Eh ben, écoute, c'est hyper intéressant parce que moi, tu vois, je différencie trois types de temps. Du temps qui est plutôt, donc, on va dire professionnel, du temps plus familial, mais on peut appeler relationnel, puisque ça va être avec les autres, tes amis, ta famille, ta compagne, tes enfants, Mm. etc. Et un temps personnel où justement là, tu as parlé de méditation, de sport. En plus, tu es en gros programme sportif en ce moment, de marche, de marche. Et comment toi, tu joues avec ces trois temps? Est-ce que tu travailles aussi 7 jours sur 7? Est-ce que tu prends des vacances? Tu vois, comment tu t'organises par rapport à tout ça? Ouais, alors, ce que j'aime bien dire, c'est que ma vie pro Mhm, est très sensiblement ma vie perso. C'est-à-dire que mes amis sont dans le business, en fait. mhm, Donc, c'est une joie pour moi. C'est comme si tu... Moi, il y a deux domaines que je kiffe parler et je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Et ce serait incapable pour moi de te dire si c'est pro ou si c'est perso. C'est le business, l'entrepreneuriat, d'une manière générale, et les mangas. mhm. C'est deux trucs. Tu peux me parler de ça pendant des heures. Et genre, en fait, bah, j'ai des potes, entrepreneurs, fans de manga, à qui, bah, on parle de manga pendant des heures. Et après, on parle des fois avec eux pendant des heures de business. Pourtant, ce sont mes amis, tu vois. Mhm. Donc, est-ce que je le mets dans le temps pro? Est-ce que je le mets dans le temps perso? Je suis incapable de te le dire aujourd'hui. Ok. Pour moi, je te dirais c'est les deux. C'est les deux pour celui qui veut que ce soit les deux. J'ai un temps familial, mais tu vois, c'est ça qui est drôle, c'est que ma famille, je prends l'exemple de ma petite sœur où je suis très proche d'elle qui vient avec moi, bah, elle vient avec moi avec mes potes business aussi, tu vois. Mhm. Quand on va voir des matchs de basket, là tout à l'heure, je vais voir le match de la France chez mon associé.
Mes associés connaissent ma petite sœur. J'ai proposé à ma petite sœur. Il y a des potes business où on allait faire un lancer de haches sur Nice. Tu sais, tu prends des haches, tu les envoies sur un mur là. Et j'ai proposé à ma sœur de venir. Donc, et des fois à ma famille, à ma mère. Donc, en fait, ma vie, aujourd'hui, je suis incapable de te dire. Aujourd'hui, j'ai pas de vie pro, j'ai pas de vie perso. J'ai une vie en fait. Ok. C'est tout. Ok. Et Pour dans toi, cette tout vie, est je fusionné, mélange tout. d'accord. Ok, très intéressant. Super, super sympa. Et en termes Parce que je veux juste rebondir dessus. Je prends l'exemple avec Equity Mastermind. Mhm. Aujourd'hui, Equity Mastermind, est-ce que c'est du business? Bah, pour moi, Equity Mastermind, je peux le mettre dans la catégorie de la famille aussi. Parce que chaque membre, c'est un putain de membre de ma famille, en fait. Et on a créé des relations, on a créé des liens, c'est des gens que j'aime, c'est des gens que j'ai envie de voir évoluer, c'est des gens que j'adore accompagner, mais comme quelqu'un de ta famille, tu vois, qui te demanderait de l'aide ou un conseil ou partager un moment, genre tu kiffes le faire. Bah nous c'est pareil en fait. Donc oui c'est du business parce que il y a une notion de prestation de service, etc. Mais derrière voilà ça va bien plus loin. Bon, je me suis un peu perdu. Non, non, mais c'est intéressant, c'est bien. En fait, tu vois, c'est ça que j'aime beaucoup et c'est pour ça que j'ai toute une partie sur ce podcast sur l'organisation. C'est comme l'a dit plusieurs fois déjà, c'est que il y a des multipreneurs, il y a des personnes qui ont 2, 3, 4, 5, 8 boîtes, il y en a plusieurs et toutes ces personnes-là, eh ben, elles ont des organisations et des modes de fonctionnement qui sont complètement différents. Il y a des personnes qui ont un emploi du temps qui est minuté, ils savent que le matin ils se lèvent à 6h12 et c'est pas 13 parce que sinon la journée elle est décalée. Et d'autres personnes qui Ouais. fonctionnent à l'énergie, qui sont là, bah, moi je verrai comment ça se passe, au feeling. Et, et les deux ont les mêmes réussites, tu vois. Et c'est pour ça que je Ouais. trouve ça intéressant de creuser et de voir, tu vois, qu'une personne comme toi qui a une grosse structuration, qui commence à être vraiment bien visible dans l'écosystème, qui tisse des partenariats avec aussi des gros entrepreneurs français. Je parlais aussi d'Anthony Bourdon tout à l'heure. C'est intéressant de voir aussi quelle organisation, tu vois, personnelle tu peux avoir et montrer qu'il n'y a pas une organisation. Et c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est que euh, c'est pas parce que cette organisation tu l'as toi, c'est que ça correspond à une organisation à toi par rapport à un moment et une identité et tout ce que tu as aujourd'hui. Et c'est pas forcément partagé. Et donc aux personnes qui nous écoutent de prendre aussi chaque petite chose qu'ils découvrent chez chacun et de l'adapter pour avoir son organisation personnelle. Et c'est ça, tu vois, que je veux traduire. Et c'est pour ça que c'est important pour moi qu'on rentre vraiment dans le détail de comment tu fais pour t'organiser, quoi. Moi, il y avait une petite question que j'avais à te poser. Ouais. Ouais, ce serait plus pour terminer un conseil, tu vois, c'est peut-être sur l'organisation où tu pourras rebondir avec ta question après. Vas-y. C'est un truc que j'aime bien faire et ce que là je fais de plus en plus chaque année. C'est chaque année on parle beaucoup d'objectifs business, tu vois, c'est-à-dire quels sont mes objectifs de l'année, qu'est-ce que je vais mettre en place. C'est beaucoup action, action, action business. Et en fait moi chaque année, depuis l'année dernière, la première chose que je fais comme action, c'est de prévoir mes vacances déjà. Et donc là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de me prévoir un mois au Japon, pépère, même si je prends mon ordi pour un peu travailler, mais j'y vais aussi dans un cadre détente. Donc les premières actions de structuration ou d'organisation peut-être que vous pouvez faire en chaque début d'année, c'est vous prévoir entre 1 et 3 moments dans l'année que vous bloquez, qui sont pour vous en fait. Oui, où vous pourrez faire du business, vous faites ce que vous voulez, mais un moment de voyage par exemple, ou de détente. Complètement d'accord avec toi. Écoute, je pars en Asie également en mars, là, tout le mois de mars. Donc c'est vrai que Trop cool. je partage totalement ton avis, cette idée voilà, de prévoir aussi les moments perso dans son emploi du temps. Et parce que bah, ça, c'est aussi, comme tu le disais tout à l'heure, c'est une vie, donc il faut bien profiter Ouais. aussi, clairement. Moi, j'avais une petite question. C'est, tu sais, tu nous as parlé du fait que les lundis, tu avais des rendez-vous avec donc chaque tête, on va dire, chaque leader de tes équipes. Euh, Concrètement, dans ces réunions, il se passe quoi? Deux grands piliers. Le premier, on parle des challenges qu'on a eu la semaine dernière, c'est-à-dire un peu les grands points qu'il y a à voir, les grandes priorités de la semaine suivante. Ensuite, on fait le point si ces priorités ont été mises en place. Et de l'autre, on parle des priorités et des tâches de la semaine, toujours en 20-80. C'est quoi les tâches de la semaine qu'il faut qu'on fasse? Et des fois, c'est des tâches en concasse, c'est-à-dire c'est des tâches que pour notre associé, on doit faire nous, afin que lui il puisse ensuite démarrer ou faire un truc. Et donc, on s'accorde justement sur les grandes priorités de la semaine, ce qui doit être fait.
Principalement, c'est comme ça. Et en fait, on book des rendez-vous d'1 heure, mais c'est aussi pour des fois parler de tout et de rien. Donc, la dernière fois, là, notre associé, il était en retard à un truc et il courait dans la rue de Barcelone pour y aller, donc on était mort de rire. Mais parce que des fois, en 5 minutes, ça peut être fait. C'est OK, les actions de la semaine, c'est quoi? Ben, faut faire ça, ça, ça. Moi, j'ai besoin de ça, ça, ça. OK, super. Et l'appel peut être terminé. Tu vois, vraiment. De l'autre, on reste un petit peu parce qu'on se connecte, on partage, on échange, etc. Mais principalement, c'est ça. C'est qu'est-ce qui a été fait la semaine dernière, qu'est-ce qui n'a pas été finalisé la semaine dernière. Donc, dans cette semaine, quelles sont les priorités qui doivent être faites. Et le reste, c'est fun, on rigole, on fait d'autres choses, etc. Voilà. Trop bien. Bien clair. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais nous partager encore d'un point de vue organisationnel ou structurel où on passe sur la dernière partie du podcast? Ouais, je te dirais peut-être le truc qui manque sur ce que j'ai partagé. Alors peut-être si tu interviews d'autres personnes sur la structuration et l'organisation, il y en a qui te diraient ah bah moi j'utilise Asana, je programme ça comme ça, j'utilise un ClickUp, je mets ça. Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup qui pourraient te parler beaucoup plus structurellement avec des logiciels, avec tout ça. Moi, c'était plus mon point de vue organisationnel avec une forme de légèreté, j'entends. Donc pas vraiment grand-chose à rajouter de plus. Je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise organisation. Je pense qu'il y en a qu'une qui répond à un besoin actuel de chaque personne. Donc sinon non, Écoute, c'est tout. tu m'as parlé de ClickUp. Je t'avoue que pour l'instant, il n'y a personne qui m'en a parlé. Toi, tu y mets quoi dans ce ClickUp, justement? Tu vas mettre. Enfin, qu'est-ce que tu vas y mettre dedans? Moi, je me fais engueuler parce que justement, je mets rien dans le ClickUp. D'accord. Et c'est Johan qui m'engueule parce qu'il me dit mets tes tâches sur le ClickUp. Donc, je les mets sur mon post-it. Parce que je sais pas, je kiffe, mais je pense qu'il m'engueule pas assez pour le faire. Alors je le mets des fois sur le truc. En fait, on met les tâches de la semaine pour avoir une vue d'ensemble de ce que les gens font en fait, Hmm. Ok, tout simplement. donc toi, le ClickUp, tu vas plus l'utiliser pour avoir un suivi de ce que les autres vont faire plutôt que Ouais. t'es le mauvais élève qui remplit pas ses tâches pour que les autres voient ce que tu fais. Ouais, mais bon, je suis quand même, je Je suis quand sais, même ultra actif. Donc dès que je fais des tâches, je nous on rigole. communique que sur Messenger avec les gars. Donc ils savent que je bosse quand même. Donc ils ont pas d'inquiétude. Je voulais rajouter peut-être sur un point de Mhm. vue organisationnel pour te donner un aspect parce que une philosophie intéressante. On parle beaucoup de développement business et on met aussi beaucoup, du moins dans des niveaux sur un piédestal, des personnes. C'est-à-dire que par exemple là, tu vois, moi je te parle aujourd'hui que dans notre écosystème. Alors oui, on a des prestats, on a des gens à manager, etc. Mais pas autant que des fois des gens que tu peux rencontrer qui ont, je sais pas, 100, 200 employés, tu vois, à structurer, Mhm. à manager. Tu vois le truc? Tout à C'est que fait. eux, ils pourraient te donner une autre structuration. Et peut-être qu'ils peuvent dire, non mais attends, toi c'est petit ton écosystème, moi je gère 50, 200, 300 personnes. Mais il faut dire en fait que tout dépend de la philosophie dans laquelle vous voulez aller. Nous, dans notre vision, on a décidé avec les gars de pouvoir nous développer avec le moins d'équipes et de salariés possible. Pourquoi? Parce que comme on a une identité d'investisseur, on se positionne pas, quand je dis au-dessus, c'est pas qu'on est meilleur. On se positionne Tout à fait. au-dessus du chef d'entreprise. Donc nous, on est les gens qui vont investir dans les boîtes où les gars vont avoir 200 employés. Tu vois le Mhm. truc? Je comprends bien. Est-ce que ça veut dire qu'on est plus ou moins bon en structuration de boîte, en management qu'eux? Non, parce que nous, dans notre management qu'on a choisi selon notre vision, on est bon là-dessus. Et eux, ils vont pouvoir gérer ça. Par contre, aujourd'hui, on a les compétences, le mindset et l'organisation pour pouvoir coacher et aider un gars à structurer une boîte qui va faire 50, 100 employés, 200 employés. Eh ben, écoute, tu me fais une très belle transition pour la suite. Est-ce que pour toi, on rentre du coup dans la dernière partie un peu de ce podcast, est-ce que pour toi, justement, être investisseur ou être entrepreneur, c'est la même chose ou non? Je pense que oui, en fait. Je pense qu'un investisseur... En fait, il faut comprendre, un entrepreneur, c'est quoi? Un entrepreneur, c'est une identité, c'est un caractère, c'est une personnalité. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une idée, qui fait cette idée, qui processise, qui met des gens, qui part sur une autre idée. Ça, c'est un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut disrupter des marchés. C'est quelqu'un qui veut créer de nouveaux mouvements. C'est quelqu'un qui veut voir un problème qu'il y a et se dire, OK, quel est le business que je peux créer derrière? Et très vite ensuite le mettre en action et laisser quelqu'un le faire. Ça, c'est une philosophie d'entrepreneur. Euh, Est-ce que tous les entrepreneurs peuvent devenir investisseurs? Non.
Est-ce que tous les investisseurs sont des entrepreneurs? Non. Je te dirais que ça dépend de la personnalité de chacun. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels, où ça, c'est des boîtes de private equity avec des venture capitalistes, analystes qui investissent dans des business, mais qui n'ont pas eu vraiment de business, eux. Mhm. Donc, je te dirais je te dirais qu'on peut être les deux, oui. Tout dépend du parcours de vie tout dépend du parcours qu'on a choisi, en fait. On Et peut être les deux. aujourd'hui, t'es plus quoi alors? Aujourd'hui, j'ai horreur de me définir, en fait. Enfin, horreur de me définir. Aujourd'hui, moi, je suis un. Aujourd'hui, je me définis comme Maxime, mais si je devais me coller une étiquette, aujourd'hui, je dirais que je suis plus un entrepreneur dans l'esprit. Ok. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu vois, c'est quand même une question qui arrive, tu rencontres beaucoup de monde. Quelqu'un qui t'a jamais vu, aujourd'hui, il dit que pour te présenter, il dit voilà, tu fais quoi dans la vie? Tu réponds quoi, toi? Parce que Oh, c'est. bah, c'est simple, tout dépend de la personne que j'ai en face de moi. Si j'ai ma grand-mère qui vient me voir et qui me dit Max, tu fais quoi dans la vie? Je lui dis Mamie, je suis un super-héros et je sauve le monde. Parce que, et c'est ce que je lui dis déjà, parce qu'elle comprend rien à ce que je fais. Donc, en fait, je vais pas m'attarder à expliquer ce que je fais ou qui je suis à des gens qui pourraient pas comprendre. Et ça, c'est savoir se mettre à la place des gens. Je vais pas dire ce que je fais pour me mettre en avant avec des gens ou taper mon ego. Tu vois, je vais pas aller dans un club où des gens sont smicards et aller dire non mais moi j'investis dans des boîtes, je suis valorisé à 20 millions. Si je suis avec des gens détente en soirée, je leur dirais oh bah je fais du marketing, j'ai une agence de marketing, voilà, je dirais ça. D'accord, ok. Parce que je te pose cette question parce que c'est vrai que tu vois, sur ce podcast, le fait de pouvoir se définir, c'est une question qui revient souvent pour les multipreneurs et notamment sur le fait de dire, ah, si tu es sur plusieurs projets, tu es quelqu'un qui n'est pas focus, tu es quelqu'un qui ne sait pas trop sur quoi te positionner. Est-ce que toi, tu as déjà eu rencontré t'as eu ou peut-être des anecdotes à nous confier sur des incohérences qu'il y a eu par rapport au fait que tu étais sur plusieurs activités? Alors, malheureusement, non, parce que ma plus grande force, c'est savoir très bien m'exprimer. Donc, à chaque fois, je sais faire passer mon message par rapport au langage et au niveau et au discours de la personne que j'ai en face de moi. Donc, j'ai jamais eu de personnes qui m'ont dit je comprends pas ce que tu fais. À part, je dis bien à part, les gens de ma famille. Ouais, le Parce classique. que j'en ai marre de me mettre à leur niveau, en fait, parce que ça fait trop longtemps que je les connais et voilà. Je les aime, mais ils me saoulent. C'est la grande difficulté, tu l'as bien illustré, de dire à sa grand-mère, ses parents ou autres, mais qu'est-ce que tu fais vraiment dans la vie? Voilà, ma mère, la dernière fois, je lui disais, elle me dit, mais, enfin, je sais pas, il y avait des gens de ma famille, mais concrètement, parle-nous un peu plus de ce que tu fais. Et là, j'ai dit, bon, je vais essayer de leur dire. Et là, je leur dis, bon, vous voyez Bernard Tapie? Ils me disent, oui, bah, je fais un peu comme lui. Et là, ils me disent, oh putain, oh non, tu vois, genre. Donc j'ai dit, bon, bah, écoutez, voilà. Donc c'est là où il y a des incohérences et c'est souvent ce que je dis, c'est les gens qui t'aiment le plus peuvent le moins t'aider. Et aujourd'hui, c'est une vérité. Tu me fais penser juste comme ça, une petite anecdote. Je suis passé par prépa HEC, j'avais eu une colle, c'était ma première colle, où donc l'école, c'est en gros, tu es tout seul avec un professeur et on te donne un sujet et tu as 20 minutes pour réfléchir à ce sujet et Ouais. tu dois y parler. Le sujet, c'était faut-il fusiller Bernard Tapie? Et on avait 20 Faut-il minutes. fusiller Bernard Tapie? Ouais, et on avait 20 Ok, minutes tu vois, moi pour je vais te dire un expliquer truc, ça. si j'ai cette personne en face de moi, j'ai pas besoin de prendre 20 minutes. Tout à fait, J'aurai la réponse directement. Et ça, c'est ma force. tout à fait. Tu peux me parler d'un sujet et j'arrive à te construire un plan structuré pour t'en parler. Donc, moi, Ça- j'adore ces questions-là, tu vois. Genre, On le voit bien dans cet échange, tu vois, depuis tout à l'heure, tu es quelqu'un de très structuré et c'est vrai que tu arrives bien à chaque fois à revenir sur point 1, point B, point 2. Je vais vous l'expliquer. Tu introduis le propos que tu vas illustrer, tu donnes hmm. les différents propos et en plus de ça, tu donnes en plus de ça une petite conclusion qui reprend les propos que tu as exprimés en avant. Donc c'est vrai que c'est très structuré, très compréhensible. D'ailleurs, tiens, on en profite. Euh, Petite chose, si vous êtes arrivé jusque-là, parce que ça va faire 1 heure et demie qu'on est ensemble, ça commence à faire. Donc, on parle de structuration, on parle de discours. Si vous êtes arrivé jusque-là, mettez en commentaire une petite bulle de discussion ou un speaker, un haut-parleur, pour nous montrer que vous êtes arrivé jusqu'ici. Comme ça, on verra qui a atteint ce niveau-là de la vidéo ou du podcast. Oh, bah, Euh, j'espère 100%, Moi, quand j'espère même. bien, quand même. Écoute, si on pouvait se rappeler de toi pour une seule chose, ça serait quoi?
Si on pouvait se rappeler de moi pour une seule chose, ce serait quoi? Le mec avec qui on a envie de passer des vacances. Sympa, très sympa. Voilà. Je suis sûr que t'en as qui veulent se dire le mec qui change le monde, le truc. Non, c'est. On se rappelle de moi si voilà si vous voulez venir avec moi au Japon, on va chanter dans des bars karaoké et faire du karting à la Mario Kart dans les rues de Tokyo. Voilà, on se rappellera de ça J'adore. par des expériences. Voilà. Écoute, le plus gros échec que tu as eu et surtout, qu'est-ce que tu en as retenu? Le plus gros échec que j'ai eu et ce que j'en ai retenu. Ouais. Le truc, c'est que je vais te répondre à côté. Ouais. Je j'ai pas le sentiment d'avoir échoué sur des choses. J'ai le sentiment d'avoir eu ce que je peux appeler des défaites temporaires. Mhm. Euh, un échec, c'est quand tu as validé mentalement que tu n'as plus rien fait pour ça, ou alors que cette chose-là ne t'a rien apporté. Donc je préfère appeler ça des défaites temporaires. Et pour moi, le plus gros échec qu'on a eu a finalement été tourné vers notre plus grande réussite. C'était il y a un peu plus de 2 ans avec la boîte quand on se repositionnait avec dans notre nouveau modèle d'equity. On avait plusieurs centaines de milliers d'euros justement de côté. On a dit on garde toutes les équipes et finalement on est passé de plusieurs centaines de milliers d'euros de trésor à 10 000 euros de trésor sur notre boîte. Ce qui pouvait être considéré comme un échec. Mais qui pour nous a été notre plus grand catalyseur de succès parce que ça nous a appris tellement de choses sur notre force de caractère et pouvoir pleinement intégrer cette dimension d'investisseur. Ça nous a aidé aussi justement aussi à savoir structurer des finances, etc. Donc je te dirais j'ai pas d'échec. Ok, Non, j'ai que intéressant. eu des apprentissages. Bon, c'est le truc bateau ça. J'ai pas d'échec, Ouais. que des apprentissages. Voilà, mais Euh, sinon non, d'accord. rien en tête. Eh ben écoute, ça c'est une petite question qui nous vient de Benjamin Maffé, qui était avec nous donc dans l'épisode, pour ceux qui nous écoutent, l'épisode juste avant celui-là. Euh, il avait une petite question, c'est qu'est-ce que tu dis pas? Qu'est-ce que tu vois, tu fais des podcasts, tu fais des interviews, qu'est-ce que tu dis pas ou t'as pas eu l'occasion de dire, mais que tiens, là c'est le moment où tu aimerais bien en parler. Bah, je te dirais ce que je dis pas, c'est plus des choses après personnelles qui peuvent nous toucher, mais être une force. Moi, j'ai perdu mon papa il y a 8 mois. Je l'ai jamais dit sur les réseaux sociaux, etc. Personne le sait à part ma famille la plus proche. Et donc en fait ça a été, si tu veux, des choses qui sont très personnelles. Donc les choses que je dis pas, c'est peut-être les choses très personnelles. Là pour le coup, bah, je l'ai dit, mais c'est des choses pour le coup que je dis pas. Donc c'est cette force-là, justement, le fait de pouvoir te dire que même si tu as perdu des gens que t'aimes le plus au monde, tu peux continuer, en fait. Et c'est aussi un message que je peux pouvoir dire, et quelque chose que je dis pas, que je me dis à moi-même, Mm. c'est que souvent les gens attendent des déclics pour pouvoir avancer dans sa vie, mais que finalement, peu importe ce qui se passe à côté, si tu es vraiment aligné avec ce que tu fais, tu peux avoir des gens qui meurent autour de toi, des trucs, t'iras et t'avanceras quand même. Donc c'est un peu les trucs que je dis pas, que je me dis à moi-même quand je marche tout seul dans ma forêt, etc. Mais Mm. voilà. Ok. Et du coup, bah, tu vois, qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui? Qu'est-ce qui, toi, Maxime, aujourd'hui t'inspire un peu? Moi, ce qui m'inspire, c'est un peu ma philosophie de vie. Et ma philosophie de vie, c'est d'être un enfant dans une cour de récréation. C'est-à-dire que pour moi, la vie, enfin, la récréation, c'est un peu un exemple de la vraie vie. C'est-à-dire dans ta cour de récré, tu vas voir ton premier copain, ta première copine, tes premières bagarres, ton premier groupe d'amis, tes premiers disputes, les premiers problèmes avec l'autorité, etc. Et donc, en fait, moi, j'ai juste envie que ma vie soit une cour de récré avec plein de copains et avec plein de jeux dans lesquels je joue. J'adore. Très très bon, très très bon. Écoute, c'est un peu une question classique, mais j'aime bien quand même la poser. Tu m'as parlé de lecture tout à l'heure. Donc, est-ce que tu aurais 3 bouquins que tu conseillerais? Alors, là-dessus, pareil, je peux reprendre un peu mon blabla dev perso à la con sur... Il y a plusieurs livres que je pourrais conseiller suivant l'évolution entrepreneuriale, tu Mhm. vois. Tout Mais je à vais te fait. donner 3 livres aujourd'hui que je kiffe et que je partage beaucoup. Le premier, c'est le livre 100 Million Offers de Alex Hormozy. Le deuxième, c'est les lois du succès en 16 leçons de Napoléon Hill. Et le troisième, c'est Expert Secret de Russell Brunson.
Ok. Et du coup, bah, vu ce que tu viens de dire, pour des personnes qui sont, donc en fait pour toi qui est aujourd'hui où tu es, c'est quoi les livres que tu as envie de lire là prochainement? Que tu n'as pas lu et que tu penses, tu vois, qui sont dans ton stade de développement et qui, d'un point de vue business, seraient intéressants pour toi? Ouais, alors je vais te le partager. Enfin, je vais. Ah, toujours pareil. C'est le podcast, mais pour ceux qui ont la chance de me voir en vidéo aussi, et ceux qui ont en podcast, je vais vous le dire. C'est celui-là. Pour ceux qui sont en vidéo, vous le voyez peut-être de loin. Ouais, Bon, vous recule un l'avez vu tout petit peu, en c'est bien. vidéo. Bon, Ouais, je vais vous le ouais, dire, mais dis-le au en plus moins de vous ça. l'avez vu en photo, les gens pourront arrêter. C'est The Business of Venture Capital. Et donc c'est l'art de pouvoir lever des fonds, structurer des investissements et un portefeuille d'equity. Ok. Ouais, donc complètement, comme tu dis, en adéquation avec ça. Ouais, c'est un Tu... bouquin de 1000 pages qui parle de structuration, de fonds d'investissement, etc. J'adore. Écoute, comme c'est toi, un manga à conseiller peut-être? Ah, One Piece. Merci. One Piece. Enfin, quelqu'un de sérieux. One Piece, mais bon, pour ceux qui commencent One Piece, chaud d'aller choper 1042 épisodes exactement, ou alors d'aller regarder plus de 1060 scans, un truc comme ça. Sinon, après 1067, 1067. 1067, donc un peu compliqué. Sinon, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, le dernier manga de Chainsaw Man, Naruto, Dragon Ball, voilà quoi. Mais bon, si vous kiffez pas les mangas, ça sert à rien, regardez pas, vous faites pas chier quoi. Pour ceux qui kiffent les mangas et qui regardent, Chainsaw Man, là, le dernier, il est stylé. Bon. Ouais, Ah non, Demon Slayer aussi. Tokyo ouais, Ghoul. j'aurais pu utiliser en fait plutôt un emoji autour du Japon. Désolé pour illustrer dans les commentaires plutôt que la bulle de discussion. Donc n'hésitez pas, hein, tout ce qui est sushi, drapeau japonais, vous pouvez aussi commenter comme ça. Quels sont les trois multipreneurs que tu me conseilles d'inviter pour la prochaine fois? Les trois invités. Trois personnes que tu penses qu'auraient leur place dans ce podcast et qui seraient intéressants, tu vois, de dire. Tu m'as parlé déjà de ton associé, Johnny? Ouais, bah, en premier, ce serait Johnny pour parler de structuration fiscale, comptable, juridique, rentrer vraiment dans ces points-là, parce qu'aujourd'hui, personne vraiment le fait, Mhm. et tu auras un intervenant de qualité pour t'expliquer tout ça. Toujours avec le multiprenariat, c'est ça? Ouais, des multipreneurs, des personnes qui ont plusieurs business et qui peuvent en parler. Bon, t'en connais un paquet puisque bon, toutes les personnes d'Equity Mastermind Bah, en font partie. je te dirai les personnes d'Equity Mastermind. Je te parlerai aussi un de nos membres, Mehdi, Smart Mhm. Mehdi, sur Facebook. Euh, Lui, tu peux. Je t'enverrai les infos hein, si tu veux de ces Ouais, personnes. avec plaisir. Et un troisième, là, si j'oublie, s'ils sont arrivés jusque-là et qu'ils m'entendent, ils me disent pourquoi t'as pas pensé à moi? C'est que là, sur le moment, sur le prix, je sais pas à qui penser. Après, non, plutôt, je te challengerai pour aller choper des gens qui, pour toi, semblent inaccessibles, ce qui donnera Vas-y. une dimension autre à ton podcast. Je te dirais d'aller choper des gars comme Anthony Bourbon, par Mhm. exemple, essayer de rentrer en contact avec eux, Super. de choper des gens qui, pour la plupart, sont un peu inaccessibles. Nous, c'est ce qu'on fait justement dans Equity Mastermind avec les intervenants, c'est qu'on va choper des gens où la plupart des gens pensent que c'est pas possible de rentrer en contact avec eux. Donc, je te dirais, challenge-toi. Je sais pas qui c'est, mais challenge-toi sur un gars. Ça peut être Anthony Bourbon. Tu vois, nous on a chopé Ty Chris aussi. Pas forcément eux, mais Eh vois ben, un gars qui t'inspire ou t'as peur, t'aurais peur de s'il était devant toi, tu baillerais s'il était devant toi. Bah invite-le lui. ok. Voilà. Et t'en as un, toi, une personnalité, justement, comme ça, que tu te dis, si je l'ai en face de moi, il me ferait un peu bégayer. Bah malheureusement, mais malheureusement paix à son âme, Bernard Tapie. C'est quelqu'un qu'on aurait bien voulu avoir. Euh, je te dirais Bernard Tapie ou je te dirais ensuite un mec qui me ferait bégayer. Euh, Ça va clairement Alex être... Hormozy. Alex Hormozy, je te dirais. Ok. Ça va être clairement une question pour les prochains invités, ça. Quelle, quelle est la personne qui te fait bégayer? Ouais, c'est clair, J'aime c'est beaucoup. clair. J'aime Ouais. beaucoup. Après, c'est rare parce que pas beaucoup de gens, vu que je sais bien m'exprimer, j'arrive toujours à revenir sur mes trucs, donc je sais pas, non. Ouais, mais c'est une bonne question après. Ouais, Quelle est la elle personne est qui te fait peur de contacter, tu vois, plutôt, tu vois, sur. clairement. Où est-ce qu'on te retrouve? Euh, alors, principalement, là où je communique le plus, c'est sur Insta, Facebook, Maxime MLX
sur Insta et Maxime Meyassou sur Facebook. Facebook Messenger, donc Facebook Messenger, Insta, c'est là où on me voit le plus. Voilà. Trop bien. Eh ben écoute, merci beaucoup. J'espère que tu as passé un bon moment. Et est-ce que tu veux peut-être finir par un petit message à adresser, quelque chose, ou c'est bon pour toi? Donc, est-ce que si j'ai un mot de la fin? Oui, j'ai un mot de la fin à pouvoir te partager, c'est même une phrase. Et la phrase, c'est la suivante. La passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter, et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes et des femmes prêts à donner un sens au mot liberté. Parfait. Eh ben écoute, je pense qu'on peut vraiment s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup pour ce partage. Et puis, écoute, je te dis à bientôt, Max. Allez, à bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. À plus. Salut. Félicitations, tu es arrivé au bout de cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à prendre 15 secondes pour nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix et à partager cet épisode autour de toi. Ça nous aide vraiment à faire connaître ce podcast. En attendant, je te donne rendez-vous sur ma newsletter Multipreneur, le lien est dans la description, où tu découvriras chaque semaine des contenus actionnables pour lancer tes projets, t'organiser tout en profitant de la vie.